Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour notre rendez-vous hebdomadaire Informatique News Hebdo, donc le résumé de l'actualité d'informatique et télécom pour les professionnels du secteur. Alors avec un peu de retard pour des raisons exceptionnelles cette semaine, mais comme chaque semaine, je suis en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier, toujours de l'autre côté de l'Atlantique. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, cette semaine, une actualité toujours chargée, puisque on commence d'abord du côté de chez Windows avec Windows 11, qui finalement trace sa route, si je puis me permettre l'expression, puisqu'on est déjà à quasiment 20% de part de marché. Pour un OS qui est sorti un peu meso voce, je trouve que c'est quand même assez intéressant de noter. Alors effectivement, l'annonce avait été faite en octobre, donc en 5 mois, c'est une évolution assez rapide. Sur le dernier mois, on avait un différentiel de 3,5%, ce qui veut dire que si on le ramène à un rythme annuel, en gros, on est à 40% d'équipements par an, ce qui veut dire qu'en 2 ans et demi, normalement, tout le parc devrait être passé sur Windows 11. Pour l'instant, c'est encore la version premier semestre 2021 qui est majoritaire avec 27%. Et puis après, on a la version du deuxième semestre et puis de Windows 10 et puis Windows 11 qui sont à peu près à égalité à 20%. Alors d'après Panos Panay, c'est un rythme d'évolution qui est pour Windows 11 qui est 2 fois plus rapide que Windows 10. Et cela malgré, on en avait déjà parlé, les contraintes qui sont imposées pour un PC pour pouvoir passer à Windows 11. Il y avait à la fois tous les processeurs ne sont pas éligibles, il faut 8 gigas de mémoire, et puis il faut aussi avoir le dispositif de sécurité TPM. Donc malgré ces contraintes, je dirais que le rythme d'évolution est assez rapide. Et puis petit complément, donc en février, donc il y a quelques jours, oui, Microsoft a publié un Experience Pack. Donc c'est un ensemble de fonctionnalités qui devraient être disponibles en juin prochain et qui devraient, améliorer sensiblement le quotidien des utilisateurs de Windows. Très bien Guy, alors on passe du software au hardware allègrement et on parle de normes. Alors je pense que nos lecteurs évidemment connaissent tous la norme PCIe. Là vient d'arriver sur la table une nouvelle norme qui s'appelle UCIe. Toujours cette problématique de chipset, mais on veut vite revenir dans le détail parce qu'effectivement, c'est important, mais ça peut peut-être paraître un peu abscon pour certains d'entre nous. Alors effectivement, à premier abord, ça paraît, comme lui, abscon et peut-être éloigné de l'intérêt des utilisateurs, enfin des utilisateurs de PC, mais à terme, ça deviendra assez important. Alors déjà, de quoi il s'agit? Donc, de plus en plus on appelle ça des chiplets, donc c'est un ensemble de composants qui sont intégrés sur un même package. Je dirais qu'au départ on avait des processeurs, des microprocesseurs un peu monolithiques, et puis avec le temps, comme on a une miniaturisation qui est croissante, on arrive à intégrer de plus en plus de processeurs spécialisés sur un même package, donc un système on chip par exemple, un SoC. Donc ça peut être un CPU, un GPU, ça peut être un NPU, donc ça ou un TPU, c'est de l'intelligence artificielle. Ça peut être des processeurs de communication pour le Bluetooth, le Wi-Fi ou la 5G. Et donc on arrive à mettre tout ça dans un même package. Alors le problème, c'est que jusqu'à présent, chaque fournisseur faisait un petit peu de son côté, ce qui fait que l'intégration n'en était pas facilitée. Et donc tout l'intérêt de cette annonce, de l'annonce de ce nouveau consortium, est que précisément sera de standardiser l'interconnexion, puisque UIC c'est Universal Chiplet Interconnection E pour Express, comme dans PCIe, E pour Express. Donc ça c'est l'objectif. Maintenant, comme dans ces annonces de consortium, il y en a qui ont réussi, puis d'autres un peu moins, si je puis dire. Et la question qu'on se pose évidemment, c'est qui est dans le consortium et qui n'y est pas.
qui est, je dirais qu'il y a quand même pas mal de gens, puisqu'il y a Intel, AMD, ARM, Samsung, Qualcomm, TSMC, donc vous voyez que ça fait quand même pas mal de monde, ça, du côté à la fois des fournisseurs de semi-conducteurs et des fondeurs. Du côté des hyperscalers, on a Google, Meta, Microsoft, et puis donc vous voyez que finalement pour un départ, c'est quand même pas mal. Maintenant, ceux qui n'y sont pas, il y en a deux. Il y a deux grosses absences, c'est Apple et Nvidia qui font cavalier seul pour l'instant, sachant que vous voyez que ARM qui devait être acheté par Nvidia est dedans et Nvidia n'y est pas. Donc puis on vous souvenez qu'on avait parlé que ce rachat finalement ne se ferait pas. Donc c'est un élément, je dirais, assez prometteur qui devrait permettre la conception de PC nouveaux à l'avenir. Alors c'est pas pour tout de suite, parce que là on en est que définition de normes, mais une fois que tout ça sera intégré et mis en place, on devrait arriver à, je dirais, fabriquer des machines qui sont beaucoup plus performantes et diversifiées que on peut le faire aujourd'hui. Alors Guy, au sujet de la semaine, alors c'est vrai que c'est peut-être un peu moins l'événement que les années précédentes. Du côté de Barcelone, puisque effectivement, le contenu de l'actualité, on est peut-être passé un peu au travers. Mais en tout cas, un point qui a retenu notre attention, Guy, du côté de chez Qualcomm, qui met en avant le Wi-Fi 7. Alors j'allais vous dire, le Wi-Fi 6, on n'y est quasiment pas encore, en tout cas, ça commence tout juste à se déployer. Est-ce qu'il est bien raisonnable de parler de Wi-Fi 7 dès à présent ? Il est raisonnable, je sais pas, mais en tout cas c'est ce que Qualcomm fait. Alors la première info, c'est que effectivement le MWC s'est tenu à Barcelone. On avait un peu oublié après 2 années de pandémie, donc ça c'était la première chose. On allait évidemment parler beaucoup de 5G, mais là Qualcomm a fait une annonce en se distinguant un petit peu du reste, en annonçant une puce. Alors en fait, ils annoncent une puce Fast Connect 7800. Vous vous souvenez qu'on avait parlé il y a quelques semaines du Wi-Fi 7 en montrant je dirais l'évolution entre le 5, le 5 qui est lui est quasiment présent partout, le 6 qui commence à arriver, et puis le 7 c'est plutôt pour 2024. Mais 2024, éventuellement 2027. Mais le temps que tout ça se mettre en place, mais il faut que les fournisseurs de puces proposent les puces qui sont compatibles Wi-Fi 7, et puis qu'on arrive à les intégrer dans les machines, et puis donc tout ça prend du temps. Donc est-ce bien raisonnable ? Oui, c'est assez raisonnable. La puce sera disponible au 2e semestre. Alors rappelons qu'elle apporte quand même pas mal d'améliorations. Elle a une capacité un débit de près de 6 gigabits par seconde, donc c'est quand même pas mal. Un temps de latence qui est inférieur à 2 millisecondes. Et puis il y a d'autres éléments qui sont intéressants. C'est le temps d'appairage. Vous voyez, c'est le temps de mise en connexion, je veux dire, sur le réseau Wi-Fi. Parfois est un petit peu long, il va être raccourci. Une consommation d'énergie qui sera un peu plus faible. Et puis une distance aussi sur laquelle on pourra opérer dans un rayon, je dirais à partir d'une borne Wi-Fi, qui sera plus importante. Donc vous voyez des éléments d'amélioration qui sont significatifs, qui sont liés à l'utilisation d'une bande de fréquence plus élevée, non pas la 2.4 GHz, mais là entre 5 et 6 GHz, et tout ça permet les améliorations que je viens de citer. Alors Guy, maintenant, je propose de parler de cloud, puisque évidemment, cette émission sans cloud ne serait pas ce qu'elle est. Et c'est du côté de chez OVH, qui annonce un partenariat avec NetApp pour en fait utiliser les technologies de logiciels de stockage de NetApp sur le cloud d'OVH. C'est ça. Alors, en fait, on avait reçu Guillaume Delancher de NetApp. De NetApp il y a quelques semaines, et il avait annoncé cette annonce, enfin cette possibilité de ONTAP sur OVH, ce qui est une évolution naturelle, puisque, alors rappelons qu'ONTAP, en fait, pour le faire simple, c'est le logiciel d'exploitation de stockage de NetApp. Il est déjà disponible sur AWS, sur Google et sur Azure, et donc évidemment on lui avait posé la question, mais puisqu'on parlait de Gaia-X, du cloud souverain, etc.,
on lui avait demandé quand est-ce que ce sera disponible sur des opérateurs franco-français. Il avait dit ce sera pour bientôt. Bientôt c'est aujourd'hui. Donc c'est ce partenariat entre OVH Cloud et puis NetApp est donc réalisé. La fonctionnalité, enfin le service qui s'appelle Enterprise Service Cloud sera disponible à la fois à Roubaix, en Allemagne, à Francfort, et puis aussi au Canada, donc un déploiement dans plusieurs endroits d'un même coup. Et donc il est probable que cette diversification, ce déploiement de ONTAP va continuer sur d'autres opérateurs, je dirais plus régionaux, puisqu'on a déjà les trois plus importants, et maintenant OVH Cloud, et ça devrait continuer. Alors l'intérêt, on en a déjà parlé 36 fois, c'est que pour les utilisateurs de ONTAP on-premise, donc dans leur data center, eh bien ils ont une évolution naturelle sur un cloud qui leur permettra de faire basculer les données de l'un à l'autre de manière beaucoup plus simple. Pour ceux qui n'ont pas ONTAP on-premise, ils pourront démarrer directement sur le cloud avec des niveaux de performance, des disques SSD qui sont assez performants. Donc je dirais que c'est aussi une évolution tout à fait possible pour de nouveaux utilisateurs. Merci Guy. Alors je propose de conclure cette partie de l'émission sur, comment dirais-je dit, la problématique de acquisition, finance de notre émission. Et on parle de Snowflake, l'éditeur de solution de gestion de données, pour faire simple, qui vient de faire une acquisition, c'est la deuxième de son histoire, je crois, une société qui s'appelle Streamlit, pas forcément de nos lecteurs d'ailleurs. Non, pas vraiment connu. Alors, quand vous dites c'est la deuxième, effectivement, la première, c'est il y a 2 ans. Sauf que la première était une acquisition, je dirais, relativement mineure, à 7 millions de dollars. Enfin, si on mesure en dollars, parce qu'on peut mesurer aussi d'une autre manière. Mais en tout cas, en dollars, 7 millions de dollars. Là, c'est une acquisition à 800 millions de dollars. Donc, vous voyez qu'on change quand même de niveau, de dimension. Et donc, Streamlit, en fait, déjà, Snowflake avait, en novembre dernier, avait élargi le support du langage Python dans sa solution, donc c'était un premier pas. Et donc Streamlit, c'est une société, une start-up qui assez récente, qui en fait transforme des scripts de Python dans des applications de data visualisation. Donc je dirais que ça facilite le développement d'applications pour mettre en œuvre les solutions de Snowflake. Donc c'est quelque chose d'important, et c'est d'autant plus important que si Snowflake, c'est vraiment une météore, parce que c'est une société qui a été créée en 2012, qui a fait la plus grosse acquisition pour un éditeur, la plus grosse introduction en bourse pour un éditeur de logiciel. Ils avaient levé 3,4 milliards. Donc qui en 2021 avoisine le milliard de dollars et qui devrait largement le dépasser en 2022. Donc je dirais que Snowflake est presque encore une start-up, et elle fait des acquisitions qui sont l'équivalent de sociétés établies depuis longtemps. Donc c'est vraiment une évolution absolument incroyable pour cette entreprise qui, rappelons-le, est basée aux États-Unis, mais qui a été fondée par 2 Français. Alors Guy, on passe au sujet de la semaine. Cette fois-ci, c'est du côté de la sécurité des systèmes d'information qu'on va situer, avec évidemment les problématiques liées à la guerre en Ukraine, et l'ANSSI qui évidemment est à la manœuvre et a alerté les autorités, les entreprises de se mettre pour qu'elles fassent évidemment attention au débordement éventuel de ce conflit sur le terrain cyber. Oui, c'est exactement ça. Donc la semaine dernière, on avait parlé précisément de ce conflit en Ukraine et du mode hybride dans lequel maintenant les guerres se mènent, donc sur le terrain, avec évidemment des morts, des milliers de morts, et puis dans le domaine cyber, les deux étant de plus en plus intimement liés. Et donc là, l'ANSSI n'a pas évidemment traîné pour émettre ce niveau d'alerte, en disant que toutes les entreprises devaient se mettre au niveau d'alerte maximal, 2, qu'elles devaient suivre
les informations que fournit le CERT. Alors l'antenne française du CERT, hein, c'est l'antenne du gouvernement qui suit tous ces sujets de cybersécurité. Et puis elle devait prendre, je dirais, cinq mesures importantes de base. Des mesures assez simples, hein, comme renforcer l'authentification, accroître la supervision, faire des sauvegardes en ligne, parce que les sauvegardes en ligne, on sait que c'est pas toujours sûr. Donc là, comme on est dans une situation particulière, si on a des sauvegardes hors ligne, là, à moins de les endommager physiquement, on peut pas faire grand chose. Établir une liste de priorités de services, et puis le dernier point qui est peut-être le plus important de tous, c'est d'avoir, je dirais, d'avoir mis en œuvre une gestion de crise, parce que évidemment ça peut arriver à tout moment, et donc quand ça arrive, il faut qu'on ait, je dirais, un mode opératoire qui permet de savoir en gros comment on organise tout ça. Donc ça surprendra personne, mais en tout cas l'ANSSI, qui est quand même extrêmement vigilante et active, n'a pas tardé à réagir. Alors évidemment, il s'agit en priorité des administrations, des grandes entreprises, des OIV, hein, des opérateurs d'infrastructures vitaux ou d'intérêts vitaux, mais ça concerne bien sûr toutes les entreprises. Petite parenthèse, donc pour les OIV, les opérateurs d'infrastructures vitales ou d'intérêts vitaux, on dit un peu les deux. On est dans le secteur de la banque, de l'énergie, du transport. Il y a pas une liste établie. On sait qu'il y a à peu près 250 entreprises qui sont concernées, mais bien sûr, il n'y a pas une liste qui est établie en disant cette organisation est une OIV, parce que évidemment, ce serait donner des informations particulières à ceux qui pourraient les attaquer. Donc, on est dans une situation d'alerte. Combien de temps ça va durer? Ça va durer de manière assez évidente le temps que va durer le conflit, sachant que en plus il y a à la fois je dirais les conséquences directes de ce conflit, mais il y a aussi les conséquences indirectes, à savoir que les hackers aiment bien profiter de ce moment un peu de trouble et de chaos pour mener aussi leurs opérations. Donc il y a un double effet qui fait que c'est une situation qui est particulièrement difficile et délicate. Alors Guy, on en vient au sujet de l'info, l'événement de la semaine à venir ou de la semaine en cours. Alors je ne sais pas s'il y a un rapport, mais en tout cas, il y a une réunion qui est prévue des ministres des télécoms européens cette semaine, sous la direction de Cédric O du côté de Manicourt, des Nevers, c'est précisément le circuit automobile de Manicourt, pour justement faire le point peut-être sur ces problématiques de cybersécurité et une coordination peut-être plus avancée. C'est exactement ça, c'est faire le point. Alors il y a 2 journées de réunion. Il y a une journée qui se penchera plus particulièrement, où les ministres se pencheront plus particulièrement sur tout ce qui est désinformation, et on sait que là la Russie est à la manœuvre à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, hein, dans les pays occidentaux. Donc ça, c'est la première journée. Et la deuxième journée, ce sera sur la cybersécurité. Et donc, à l'issue de ces 2 journées, il y aura une conférence de presse. Donc, on verra quelles sont les grandes lignes qui ressortiront de ces réunions. Bon, sachant que l'ANSSI a déjà proposé un certain nombre de choses, mais je dirais que sur le volet des informations, il y aura peut-être des éléments complémentaires, sachant que rappelons qu'en France, on est à quelques semaines d'une élection majeure, donc c'est pas anodin ni négligeable. Donc il sera intéressant de savoir ce qui se dira à ces réunions. Très bien, Guy. On conclut donc par notre traditionnelle rubrique coup de cœur, coup de gueule. Alors, je ne sais pas trop où la situer cette fois-ci. Hein. C'est du côté de l'annonce de l'augmentation des prix des packs Office 365. Google, dans sa grande générosité, a annoncé le décalage de l'augmentation au 14 mars. Hein. Je crois que c'est ça. Hein. Oui. Alors c'est un coup de gueule, hein, pour le dire. Enfin, d'ailleurs, de manière un peu ironique. Alors c'est pas Google, hein, c'est Microsoft. Google, Microsoft. Oui.
Mais bon, Google, ce sera pour une autre fois. Ouais. Donc en fait, vous vous souvenez, on en avait parlé il y a quelques semaines. On s'était étonné du fait que Microsoft augmente de 15 à 20% les abonnements à ces solutions Microsoft 365 et Office 365. Bon, on s'en était étonné parce que parfois le prix de l'essence peut augmenter. Il y a des raisons, mais là, on avait un peu de mal à comprendre ces raisons. Et en rapport de ça, on peut peut-être rappeler le résultat de Microsoft l'année dernière. Alors l'année dernière, c'est fin juin, hein, puisque l'exercice de Microsoft est un peu décalé. On a un chiffre d'affaires de 168 milliards de dollars, et puis on a un bénéfice net qui est de l'ordre de plus de 30% du chiffre d'affaires. Donc bon, vous voyez que Microsoft n'est pas en très grande difficulté, et donc on peut se demander quelles sont les raisons de cette augmentation, d'une part, et puis dans sa grande largesse, Microsoft a décidé de repousser de 14 jours l'augmentation. On ne peut donc que l'en remercier. Très bien, Guy. Bah, écoutez, merci pour cette analyse et ces commentaires. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite tout d'abord une très belle semaine. Et je vous propose de nous retrouver d'ici à la fin de la semaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. En attendant, encore une fois, très belle semaine à toutes et à tous. Merci, à très bientôt.